Bonjour et bienvenue dans cet épisode des podcasts du festival Travelling 2022 réalisé par Arno Wasmer. Outre le cinéma tchèque, le festival accordera une place à la chaîne de télévision à Arte autour des mutations numériques, dont nous parlerons dans la seconde partie avec Caroline Balderou. Et en prolongeant le partenariat débuté l'an dernier avec le Arte Kino Festival, une autre manière de regarder vers ce cinéma européen et cinéma d'Europe centrale. Nous allons en parler en votre compagnie, Olivier Père. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'unité cinéma Arte France et le directeur général d'Arte France Cinéma. Vous présenterez deux films au cinéma L'Arvor à Rennes pendant Travelling, Sammy, Joe and I, le samedi 5 février, qui a été récompensé par le prix du public européen lors de votre festival. Et puis Oasis, ce sera le lendemain, donc le dimanche 6. Première question un peu générale, c'est pour savoir ce qu'est ce festival Kino Olivier Père. Que disent ces films de la manière de penser le cinéma à Arte ? Alors, le Arte Kino Festival, c'est un festival d'une forme assez originale, assez nouvelle, qui a été créé il y a 6 ans, enfin il va y avoir 7 ans bientôt. C'était en 2021, c'était la 6e édition. Et c'est un festival qui a la particularité d'être un festival entièrement numérique, dédié au cinéma européen. Et qui dit numérique dit évidemment gratuit, accessible par tous dans une trentaine de pays en Europe. Donc c'est un concept assez original. Je crois qu'on s'est évidemment inspiré de certaines choses, mais sous cette forme, ça n'existait pas avant. L'idée, c'était de renforcer, de souligner la dimension pas seulement franco-allemande, mais également et surtout européenne d'Arte. De nous élargir à toute l'Europe, et c'est ce qu'on fait avec plusieurs sous-titrages, plusieurs langues, des entrées dans de nombreux pays. Et puis c'était une manière originale aussi de soutenir la jeune création cinématographique européenne, à savoir des films qu'on remarque plus ou moins dans les sections parallèles des grands festivals ou dans des festivals moins importants dédiés à la jeunesse ou à certains territoires. Et c'était une manière de compléter déjà une offre et une aide assez forte qu'Arte apporte à la création cinématographique. Et donc au début, c'était vraiment assez expérimental. On avait créé une plateforme dédiée qui permettait de voir ces films donc dans presque toute l'Europe. Ça a été un concept à expliquer et à partager avec les vendeurs de films, avec les producteurs, pour leur expliquer un petit peu nos motivations. Et puis au fil des années, ça a pris de plus en plus. Ça a été de plus en plus suivi, apprécié, remarqué. L'année dernière, en tout cas, cette 6e édition a été marquée par un succès beaucoup plus grand, beaucoup plus de vues, parce qu'on a intégré ce festival à notre offre existante, arte.tv, et aussi sur notre chaîne cinéma sur YouTube. Mais c'est aussi valoriser des films qui sont faits en Europe. Est-ce que chaque année, ça vous permet comme ça d'avoir un regard sur qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de commun, malgré la diversité des cultures, des langues, des points de vue, des cinémas aussi qui n'ont pas la même histoire suivant les pays. Mais est-ce que ça vous permet de voir quelles sont les tendances, et notamment les tendances générationnelles, puisque c'est un jeune festival, donc par des jeunes réalisateurs ? Oui, alors c'est vrai que déjà au sein de la filiale, on a la chance d'étudier, d'avoir accès à des projets, à des films qui sont déjà très représentatifs de la création européenne, parce que tous les mois on reçoit beaucoup de projets, mais on reçoit beaucoup de projets de premiers films, des films français du monde entier, mais aussi beaucoup de films européens. Donc on a déjà une certaine idée, une certaine vision de ce qui se passe en Hongrie, en Roumanie, en Pologne. Et on essaye de choisir les meilleurs projets, et puis après on voit que ces films, ces projets donnent naissance à des films intéressants qu'on peut découvrir ensuite à Cannes, à Berlin, à Locarno ou en salle. Là, c'est vrai que c'était une manière d'approfondir un peu plus cette connaissance. C'est une connaissance préalable. Surtout que le point de départ, le concept du festival, c'était aussi de ne sélectionner que 10 films. Maintenant, c'est 12. On est passé de 10 à 12. Et dans la mesure du possible, d'avoir 10 films qui étaient représentatifs de cultures, de langues, de pays différents. Dans la mesure du possible, on essayait d'avoir un film par pays.
éventuellement un film par langue aussi, pour montrer toute la diversité culturelle, linguistique de l'Europe. Après, c'est vrai qu'il y a des tendances, il y a des points communs, ça circule beaucoup sur les thématiques, puisque voilà, en Europe, bon, dans le monde, et a fortiori en Europe, les jeunes gens qui font des films aujourd'hui, des jeunes créateurs, des jeunes cinéastes, ou tout simplement des gens, sont confrontés à des sujets, des thèmes, des préoccupations qui sont souvent communes. En tout cas, si on aborde des sujets sociétaux. Bon, voilà, le thème des migrants, les thèmes liés, voilà, à des sujets qui sont des sujets très contemporains. C'est sûr qu'on les retrouve naturellement dans les films. Dans les films, mais aussi dans les réactions du public, parce que c'est aussi comme c'est un festival numérique, c'est un festival qui travaille la question d'aller vers le public dans les films qui sont vraiment regardés, les films qui sont commentés. Vous voyez aussi ces mêmes tendances reflétées? Oui, alors les films sont jugés, sont commentés, sont évidemment appréciés différemment, mais c'est vrai que les gens sont sensibles à des sujets sociétaux. Après, un film ne se résume pas à son sujet ou à son discours, donc il y a ce dont les films parlent, et aussi ce qui est intéressant, c'est la manière dont ils le racontent, dont ils le disent, dont ils le montrent. Vous avez devancé la question d'après, qui est effectivement Olivier Père. Est-ce qu'il y a aussi il y a des points communs sur les expérimentations, sur les esthétiques, sur les écritures des films? Alors là aussi, on essaye de choisir des films assez différents les uns des autres, qui se ressemblent pas trop, pour éviter une sélection un peu trop monotone ou qui est qu'une seule coloration. C'est pour ça qu'on a souvent inclus, bien sûr, des fictions, mais aussi des documentaires, des films d'animation. Alors après, il y a une tendance qui n'est pas récente, hein, qui est depuis le début du siècle, hein, depuis les années 2000, depuis la démocratisation du numérique. Il y a plein de raisons, à la fois techniques, esthétiques, économiques, qui ont fait qu'on tend de plus en plus à une forme d'hybridation, hein, du cinéma dans les récits, dans la forme, dans l'image. Donc on a souvent des films qui sont à la frontière de la fiction et du documentaire, ou voilà, des films qu'on pourrait dire des films qui accordent au réel, hein, une importance primordiale, qui sont peut-être moins scénarisés que des films traditionnels, et qui laissent davantage entrer le monde, des incidents, des choses. Après, là aussi, c'est variable. Il y a aussi des films qui ont un souci très fort de l'image, esthétisée, qui ont il y a aussi, bon, alors, ce sont des films en général à petit budget, mais certains films qui ont des budgets qui leur permettent de travailler davantage l'image, la forme de manière plus professionnelle. D'autres, au contraire, qui sont semi-professionnels, ou en tout cas qui sont plus proches du documentaire. Donc, c'est aussi intéressant aussi de comparer l'importance que les jeunes cinéastes accordent à la forme et à la manière dont on peut raconter des histoires ou des sujets très intimes, très personnels, ou très contemporains, très sociétaux, avec une certaine forme de mise en scène. Vous l'avez dit, Olivier Père sont souvent des jeunes réalisateurs, soit des premiers films, soit des films de sortie et d'études. Est-ce que ça se remarque aussi dans les sujets, dans les personnages qui sont racontés? Les deux films que vous allez présenter au festival Travelling sont à la fois donc Samy et Johanna, qui sont une histoire de trois lycéennes sur la question du rêve, de la réalité et du désir que l'on retrouve aussi dans l'autre film Oasis, où là ce sont à nouveau trois, c'est à nouveau des jeunes, mais là aussi les questions du désir et du désir à cet âge-là. Donc est-ce que c'est aussi un cinéma très très générationnel jusque dans les personnages racontés? Oui, alors c'est vrai qu'on privilégie les premiers films, et c'est un choix qui se fait de manière assez naturelle, parce que parmi le corpus de films, je dirais, qu'on a à notre disposition pour constituer une sélection, si on puise dans des festivals comme Rotterdam, Locarno, on voit bien qu'il y a un appétit des festivals, aussi des vendeurs de films, pour s'intéresser
plus qu'à d'autres films, peut-être au premier film, au deuxième film, de voir qui va être la relève. Est-ce que c'est un vivier pour des nouveaux talents, des gens qui vont percer, qui vont avoir une carrière extraordinaire. Donc c'est vrai qu'on privilégie nous aussi les premiers, deuxièmes films, en tout cas de jeunes réalisateurs, parce que et réalisatrices, c'est aussi un des objectifs d'Arte Kino Festival, hein, comme je disais, la découverte, la promotion d'un nouveau cinéma européen. Donc ça passe effectivement souvent par la jeunesse. Il nous est arrivé de temps en temps d'aussi inclure des films de cinéastes beaucoup plus confirmés, hein, comme Ulrich Seidel ou Radu Jude l'année dernière, parce que ce sont des films soit documentaires, soit plus expérimentaux, qui n'entrent pas dans les cases de la distribution classique, donc c'est bien de les inclure aussi. Et puis il participe aussi à ce qu'il peut y avoir de très vivant et de très stimulant dans le cinéma européen. Et puis il y a un élément que vous n'avez pas encore mentionné, mais peut-être que vous allez le faire, mais c'est aussi assez notable, en tout cas par rapport à ce festival, c'est qu'on est attentif depuis plusieurs années déjà à la parité femmes-hommes. C'est-à-dire sur 5 films, enfin sur 10 films, il y en a 5 qui sont réalisés par des femmes et 5 par des hommes. On s'y tient. Et ça apporte aussi quelque chose d'assez intéressant sur les sujets, sur la manière dont les films sont mis en scène, sur voilà, ce fameux regard féminin. C'est assez évident pour Samy, Joe et moi, puisque c'est Karine Eberlin, c'est une réalisatrice suisse. C'est en effet le portrait de 3 jeunes adolescentes qui quittent les années lycée pour entrer dans la vie active, qui sont pleines de rêves, d'ambitions, de désirs, et puis qui vont se confronter parfois très violemment pour l'une d'entre elles à la réalité concrète comme ça, du monde du travail, de la société. Une d'entre elles va être violée par son patron, par exemple. Et ça, c'est effectivement un sujet très, très contemporain, hein, la violence faite aux femmes, les violences sexuelles, et c'est traité d'une manière très, très, très juste, très, très forte. Et c'est aussi sans doute une des raisons pour lesquelles ce film a été plébiscité par le public et par les gens qui ont visionné les films sur les 2 plateformes. Parce qu'il parlait d'aujourd'hui, des problèmes d'aujourd'hui, mais aussi parce que la manière dont la fiction peut raconter, peut emmener dans les rêves, parce que c'est important aussi de ne pas avoir que des films à thèse ou à message. Oui, alors c'est vrai qu'on peut nous reprocher que la sélection n'est pas toujours très drôle. Alors moi j'aimerais bien avoir côté, il y a plus... ça, le côté c'est les personnes en situation de handicap. Alors j'aimerais avoir plus de comédie, plus de films très, 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 très marrants. Alors après, c'est pas non plus une tendance qu'on peut voir dans les grands festivals comme Cannes, Berlin ou Venise. Il n'y a pas beaucoup de comédie, malheureusement. Après, ce qui est intéressant, comme vous le disiez, c'est que ce sont des films qui parlent, qui ne sont pas des sujets, qui sont pas des films à thèse, en fait, qui ne sont pas des articles de journaux illustrés, qui sont pas ce sont avant tout des histoires d'amitié, dans le cas de Samy, Joe et moi, et puis des histoires d'amour aussi, dans le cadre de Oasis. Et Oasis, oui, ça se passe dans un institut psychiatrique, où il y a des jeunes gens qui ont été abandonnés par leur famille ou qui sont des marginaux avec des problèmes psychiatriques et qui sont dans un endroit pas très gai, très réel, hein, puisque le film a été tourné dans des conditions quasiment documentaires avec des vrais patients qui jouent des rôles. Mais c'est avant tout une histoire d'amour, et comme vous le disiez, une sorte de triangle amoureux comme ça à la Jules et Jim, totalement improbable mais vraiment bouleversant. Sur une histoire d'amour impossible entre trois jeunes gens qui se retrouvent dans cet institut. Vous en présenterez 2 cette année au festival Travelling. Donc Samy, Joe et I sera le samedi 5 février et Oasis le lendemain à 18h15 au cinéma L'Arvor à Rennes pour le festival Travelling de films qui viennent montrer la présence d'Arte cette année. Olivier Père, merci beaucoup. Merci à vous. Et dans un instant, nous parlerons des mutations numériques à Arte en compagnie de Caroline Balderou. Nous poursuivons ce podcast du festival Travelling autour de la chaîne de télévision Arte en votre compagnie, Caroline Balderou. Bonjour. Bonjour Arnaud. Vous êtes directrice adjointe du développement numérique après le Arte Kino Festival dont nous avons parlé avec
Olivier Père, venons-en à l'autre présence de la chaîne de télévision sur le festival Travelling à Rennes début février, une programmation autour des mutations numériques. Une petite question d'actualité pour débuter, Caroline Balderou, la période que nous commençons à traverser depuis 2 ans, est-ce qu'elle a justement changé la manière dont la chaîne Arte pense sa présence sur le numérique? On le verra, qui est assez colossal, des podcasts, des jeux, des web-documentaires, du spectacle, mais puisque les habitudes des consommateurs ont changé, que l'offre numérique s'est fortement développée, est-ce que cela a aussi impacté à la fois ce que vous proposiez et l'ampleur de ce que vous pouviez proposer? Alors paradoxalement, plutôt non. En fait, on voit que effectivement depuis 2 ans, les usages numériques se sont amplifiés. Les internautes sont de plus en plus nombreux. Ils veulent regarder ou écouter des programmes au moment où ils le souhaitent et pas en fonction d'une grille de programmes. Donc, dès le début du premier confinement, on a vraiment assisté à une augmentation très impressionnante de nos audiences. Mais finalement, on continue à travailler de la même façon. La stratégie numérique d'Arte est globalement la même et très offensive depuis maintenant près de 10 ans. Donc finalement, ça ne nous a pas tellement fait changer de mindset à ce niveau-là. Et puis sur notre façon de travailler ou de produire, on a été impacté comme toutes les autres productions finalement pour des sujets de problématiques de tournage, de personnes qui ne peuvent plus se déplacer ou qui tombent malades. Mais sinon, pas tant que ça. Est-ce que vous avez vu quand même un changement de la part du public qui s'est un moment davantage tourné vers le numérique, même s'il a pu être perdu par rapport à toute l'offre qui était proposée chez vous et ailleurs? Alors vraiment, dans les premiers jours de mars 2020, ça a été extrêmement impressionnant. C'est-à-dire que du jour au lendemain, avec les familles et les enfants à la maison, oui, notre offre documentaire, notre offre de magazine a véritablement explosé. Les échanges aussi sur les médias sociaux ont été extrêmement nombreux. Et pour nous, c'est quelque chose qui est très important d'être en lien avec nos publics et d'échanger avec eux. Donc en tout cas, nous, en termes d'impact de notre travail et de notre présence, notre quotidien a changé du jour au lendemain en mars 2020, ça c'est sûr. Voilà, je demande aux auditeurs de ce podcast de retenir dans leur esprit ce que vous venez de dire sur le public, parce qu'on y reviendra tout à l'heure, parce que c'est important dans la stratégie de vos mutations numériques, en tout cas de l'offre numérique que vous proposez. Mais là aussi, une question peut-être un peu naïve. Pourquoi est-ce qu'une chaîne de télévision a décidé d'investir à ce point le numérique? Je l'ai dit, il y a des jeux, il y a du web documentaire, il y a des retransmissions de spectacles, il y a des séries aussi qui sont programmées pour cela. C'est le cas avec une série, on en parlera, qui sera présentée à Travelling, qui est des épisodes du coup très très courts, de 11 à 15-16 minutes. Mais pourquoi c'était important de faire de la télé au-delà de la télé? Alors je pense que Arte a véritablement été précurseur sur tous ces sujets numériques. L'idée, c'est que très tôt, les dirigeants d'Arte ont compris qu'il fallait être au plus près des usages du public et que les usages changeaient. Il y a déjà plus de 10 ans. Donc Arte a été la chaîne de télévision à penser au replay avec Arte plus 7 par exemple. Mais aujourd'hui, ce qui nous différencie, c'est qu'on n'est pas une chaîne de télévision avec un site internet de replay et puis des médias sociaux qui font la communication des programmes de la télévision. En fait, aujourd'hui, Arte, c'est véritablement, on pourrait dire, un label culturel européen qui décline son offre éditoriale à travers, on va dire, trois offres principales. On a d'abord la chaîne de télévision que vous connaissez, que tout le monde connaît très bien, avec 2,9% de part d'audience en 2021. Ensuite, on a Arte.tv, qui est véritablement aujourd'hui le cœur du dispositif, avec des programmes en 6 langues aujourd'hui pour toute l'Europe. Et puis ensuite, toute l'offre sur les plateformes et les médias sociaux. Donc véritablement, ce sont des offres à la fois complémentaires et indépendantes. Alors justement, comment est-ce que vous décidez qu'une proposition, qu'elle soit une fiction, que ce ne soit pas une fiction, aille plutôt dans un format numérique, exclusivement numérique, plutôt qu'à la télévision? Alors en fait, nous travaillons énormément au quotidien avec l'écosystème audiovisuel français, et donc on reçoit des projets de la part de producteurs, et donc sur le numérique en particulier, on travaille de plus en plus avec des producteurs qui soit viennent de la télévision mais comprennent les enjeux numériques, soit qui sont vraiment totalement spécialisés dans le numérique et dans ces formats, qui du coup connaissent aussi les usages. Donc soit ils viennent avec des projets qui sont déjà pensés en fonction d'une plateforme, soit ils ont des projets qu'on travaille avec eux
pour effectivement les faire bouger et les amener vers une plateforme spécifique, parce que nous, on sait très bien que cette histoire-là va particulièrement parler au public de telle ou telle plateforme. Donc ça peut changer. Par exemple, on a lancé cet été une série sur Instagram qui s'appelle Patience mon amour, qui est en format story. Et donc évidemment, cette histoire a pu se raconter à plein d'endroits, mais de cette façon-là, en story, c'était sur Instagram qu'elle pouvait exister, même si finalement au début, elle nous était arrivée un peu différemment. Et voilà, en la travaillant, on s'est dit que c'était comme ça qu'il fallait la raconter. Alors, je vous encourage, du coup, Karine Baldiro, à poursuivre cette explication pour cet exemple-là ou les autres. Comment vous définiriez, pour les auditeurs qui sont peut-être moins familiers de cela, ce qu'est véritablement l'offre numérique? En quoi, par exemple, la série dont vous allez parler, 1m20, qui est vraiment fait pour le numérique, des épisodes, je l'ai dit, assez courts, du coup, entre 11 et un quart d'heure, en quoi c'est un format qui ne pourrait pas aller à la télévision? En quoi il est adapté aux usages, au public et à l'offre numérique? Alors, 1m20, c'est un programme qui est à la fois un programme en réalité virtuelle et un programme plutôt à plat ou plus classique. Et en fait, il nous est arrivé de cette manière-là. Donc, les formats en VR, évidemment, qui ne sont pas du tout pensés pour la télévision. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que justement, on a des angles différents et on ne raconte pas la même chose sur le format à plat et sur le format en VR. Et ça, Marie Blondiot, qui est la productrice d'1m20, le racontera au Travelling Festival. Donc, je pense que ce sera très intéressant à écouter. 1m20, c'est vraiment une histoire qui est celle de la génération d'aujourd'hui. Juana, c'est une jeune fille de 17 ans qui est argentine, qui se pose des questions sur sa sexualité, qui a envie d'entrer dans... qui réfléchit à ses relations, à son rapport au monde, à son rapport aux autres, et il se trouve qu'elle est en fauteuil roulant, mais voilà, c'est d'abord son histoire à elle. Et cette histoire-là, effectivement, c'est à la fois une histoire qu'on voit assez peu à la télévision, donc finalement, sur le numérique, on peut se permettre plus d'audace dans les représentations, dans ce qu'attendent aussi les nouvelles générations, notre public, sur le numérique en particulier. Toute cette jeunesse attend vraiment qu'on prenne en main tous ces sujets-là de représentation, de diversité, de questionnement sur la société. Donc il y a l'histoire qui est déjà qui parle encore une fois au public auquel on s'adresse sur le numérique. Et puis il y a le format. L'intérêt du numérique, c'est la liberté qu'on peut avoir en termes de format. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de vous contenter d'avoir uniquement des cases de 52 minutes, de 26 minutes, de 90 minutes. Vous êtes absolument libre, et si votre épisode il fait 8 minutes et que le deuxième il en fait 12, c'est pas un problème. Ce qui compte, c'est l'histoire. Ça permet aussi, là vous l'avez dit, avec cette série-là, on est en réalité virtuelle, c'est aussi un lieu d'expérimentation pour vous, et d'expérimentation de ce qui pourrait se retrouver en dehors du numérique par la suite. Oui, absolument. Les deux missions de service public d'Arte sont d'abord l'attention au public, et donc le fait de se préoccuper des usages du public et le fait d'interagir avec le public. Et puis, la deuxième mission, c'est celle de l'innovation, de la créativité, donc en travaillant avec, encore une fois, tout l'écosystème audiovisuel pour permettre de faire émerger des auteurs, des autrices, des nouveaux producteurs, des réalisateurs, et puis des nouvelles histoires. Et puis du coup, ça nous permet aussi de pouvoir naviguer à travers toutes ces nouvelles narrations et toute l'hybridation des écritures qu'on observe depuis quelques années. Et voilà, ça donne beaucoup de créativité et d'envie pour nous tous. Sur quel support, sur quel sujet, Karine Baldiro, est-ce que vous trouvez dans la fiction, au niveau des écritures variées, vous le retrouvez aussi dans les autres genres, qui vont être le web documentaire, ou chez vous aussi les jeux que vous pouvez proposer? Oui, absolument. On voit bien que les genres se mixent, échangent énormément entre eux. Par exemple, sur le sujet du documentaire, on a des formats beaucoup plus inventifs ces dernières années. Je peux citer par exemple Lost in Traplanta, qui est un
un documentaire fiction qui a reçu des prix du documentaire et des prix de la fiction, par exemple, et voilà, qui raconte l'histoire de la trap music, mais à travers des déambulations à Atlanta, et voilà, qui est véritablement entre la fiction et le documentaire. Alors, Karen Baldero, à Travelling, vous serez là à 2 reprises, donc pour une table ronde, une rencontre autour de la série 1m20, et puis aussi pour une journée professionnelle. Alors, même si le podcast s'adresse au grand public, un mot quand même sur cette journée professionnelle. Vous allez présenter justement les différentes mutations numériques. Quelles sont les nouvelles expérimentations, les nouvelles formes qui arrivent et que vous allez présenter, qu'elles soient aussi bien dans les retransmissions de spectacles, dans les jeux, dans les podcasts audio, dans les web documentaires, dans les fictions que vous pouvez proposer? On va parler de tout ça, justement. L'idée, c'est de venir raconter un peu la stratégie d'une chaîne comme Arte au temps du numérique, et pas simplement une stratégie numérique. C'est de raconter un petit peu comment on est arrivé là où on en est aujourd'hui. L'idée, c'est de parler particulièrement de toutes nos nouvelles écritures, donc effectivement les formats numériques documentaires, les formats de fiction, les formats qui sont prévus uniquement pour les médias sociaux comme Instagram par exemple, nos formats documentaires sur Snapchat également, les expérimentations que nous faisons sur la chaîne Twitch depuis maintenant plus d'1 an avec nos émissions régulières. On va parler également de jeux vidéo avec une session particulière uniquement dédiée aux jeux vidéo, où là aussi on travaille maintenant depuis près de 10 ans sur ces formats-là qui sont véritablement pour nous de nouvelles manières de raconter des histoires, et c'était tout à fait logique qu'Arte arrive sur le jeu vidéo pour cette raison-là. Et puis, on parlera également de la façon de penser des productions pour YouTube en particulier, de la façon dont les producteurs peuvent s'emparer de ces sujets et de cette plateforme-là, pas qu'un diffuseur, mais on va donner la parole aussi à des producteurs. Et puis, on va parler de podcast en particulier avec une session dédiée à ce sujet. Un mot qu'on a utilisé plus reprises, mais sur lequel je n'ai pas encore interrogé, c'est le mot du public, parce que c'est ça aussi qui change entre une chaîne de télévision et puis l'offre numérique. Et vous l'avez dit peut-être avec l'exemple de YouTube, où c'est à la fois un média, mais en même temps c'est un réseau social, on peut mettre des commentaires. Comment le public, les manières à la fois de regarder, mais aussi la manière dont il peut s'exprimer, parce que le numérique a un côté très participatif, agit sur l'offre que vous pouvez proposer? Alors à plusieurs niveaux, on a toute une équipe de community managers chez Arte qui répond en direct et en permanence à toutes les sollicitations du public et à toutes les questions qu'il peut nous poser. Ça permet vraiment d'avoir une vraie connaissance quali de notre audience, de les comprendre et d'être au plus près des utilisateurs. De votre audience ou de l'audience qui s'exprime ainsi? Alors, c'est sûr que c'est ceux qui s'expriment qu'on connaît le mieux, puisqu'on engage un vrai dialogue avec eux. Donc, vraiment sur le plan très quali. Après, l'intérêt du numérique et de ces plateformes-là, c'est qu'on peut connaître véritablement les utilisateurs grâce à la data des plateformes. Alors, c'est aussi la problématique justement de ces plateformes, c'est qu'elles en savent beaucoup trop sur nous. Mais finalement, pour un diffuseur, en tout cas, c'est très utile de connaître l'âge, la provenance, la façon d'utiliser les durée médias d'écoute sociaux. ou de visionnage ou non. Exactement, pour nous c'est très important. Et on sait très bien que sur certaines des plateformes, l'attention chute au bout de 3-4 secondes. Donc ça veut dire qu'il faut être extrêmement fort sur les tout débuts de nos productions. Donc ça nous a fait évoluer beaucoup ces dernières années. Par exemple, on sait qu'il ne faut pas démarrer un épisode sur un média social avec un générique de début, parce que là on perd tous nos utilisateurs. Donc ça, c'est la data qui nous le dit. Après, certaines plateformes nous permettent vraiment de pouvoir presque co-construire en fait nos émissions. Sur Twitch en particulier, le chat est véritablement le cœur du dispositif des émissions. Et là, c'est vrai qu'il faut de plus en plus arriver à se détacher d'un conducteur très, très fixe pour pouvoir se laisser guider, pour pouvoir lâcher un peu prise et puis faire en sorte que l'audience influence finalement l'émission et puis qu'on se laisse un peu faire. Influence, mais jusqu'où? Parce que voilà, vous êtes aussi évidemment un diffuseur, vous savez aussi tous les débordements qu'il peut y avoir parfois sur les médias sociaux. Jusqu'où est-ce que vous prenez en compte finalement cette présence, cette participation du public? Alors effectivement, on est un diffuseur, on a une ligne éditoriale, on a des guidelines, on a des limites. Donc ce ne sont pas les utilisateurs qui font nos émissions ou qui font nos contenus. On prend en compte
tous leurs commentaires et toutes leurs demandes ou toutes leurs recommandations sur les médias sociaux pour nous améliorer. Et sur des émissions en direct, par exemple, aujourd'hui, on n'est pas dans la libre antenne, mais particulièrement sur un dernier format qu'on a expérimenté au mois de décembre, qui est une sorte de docu-live où on regarde un documentaire d'Arte en direct avec les utilisateurs. Là, on s'arrête à chaque moment que des utilisateurs nous posent des questions très spécifiques. On s'arrête, on prend le temps et puis on discute ensemble. Après, on modère. Les propos sont modérés et s'il y a des trolls qui ont des propos trop problématiques sur la chaîne, et voilà, ils ont pas leur place avec nous. De tout cela, donc, vous parlerez le mardi 1er février pour la journée professionnelle autour des mutations numériques, et puis le mercredi 2 à 16h pour une rencontre autour de la série 1m20, un dispositif hybride. C'est le titre qui a été donné à cette rencontre, qui aura lieu donc le mercredi 2 février à 16h au Tambour à Rennes pour le festival Travelling, pour ces journées autour d'Arte. Caroline Baldero, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, à bientôt. Pour les renseignements pratiques, je renvoie donc évidemment sur le site internet clairobscur.info. C'est un podcast réalisé par Arnaud Vasmer avec une musique originale de Jean-Baptiste Lebrun pour Clair Obscur, l'association qui organise le festival Travelling.